Et donc nous, on a une société qui s'appelle Kairos et qui fait de l'investissement immobilier clé en main. Donc on s'est rencontrés comme ça par l'intermédiaire de Yohan, peut-être certains d'entre vous le connaissent. Oui, c'est sur l'équipe Mediapay. Ouais. Ok, et donc nous on a travaillé avec Yohan et plusieurs personnes de l'écosystème. Et puis avec Yohan, ça s'est pas bien passé. Et du coup, on a rencontré Tristan. Et Tristan, on a commencé aussi sur des sujets d'investissement immobilier. Et donc vu qu'on l'a fait investir et que du coup a priori tu étais plutôt content puisque tu venais intervenir aujourd'hui, eh bien je me suis dit on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée aussi de le partager pour que vous puissiez être avertis sur le sujet. Parce que l'investissement immobilier, c'est une solution souvent qu'on ignore. On se dit je peux pas vraiment emprunter, je sais pas trop ce que je peux faire. Pourtant, il y a plein de solutions hyper simples qu'on peut utiliser pour utiliser l'effet de levier en utilisant la dette bancaire et pouvoir investir. Et ça peut être une solution pour notamment développer ses sources de revenus assez facilement. Alors notre stratégie, elle est assez simple. En investissement immobilier, est-ce que si je parle de classes d'actifs en investissement, vous avez une idée des deux principales classes d'actifs qu'on peut retrouver aujourd'hui en investissement immobilier? Ça parle à personne? Ok, en gros on va avoir le résidentiel, donc celui qu'on a évoqué tout à l'heure, madame et monsieur ont utilisé, c'est-à-dire acheter de l'immobilier d'habitation, là où vous vivez aujourd'hui, ce que vous louez certainement, donc ça peut être un appartement, ça peut être une maison individuelle, ça peut être un immeuble, voilà, c'est du résidentiel. Et de l'autre côté, on a de l'immobilier d'entreprise. Et donc là en immobilier d'entreprise, on va avoir comme ici, des bureaux, ça peut être des locaux d'activité, ça peut être des entrepôts, ça peut être des commerces. Et donc on a vraiment ces deux stratégies d'immobilier qui se distinguent. Alors souvent, quand on commence l'immobilier, on fait de l'habitation. La plupart du temps, on commence parce que c'est facile, soit on a déjà été locataire, soit on connaît quelqu'un qui a déjà loué un logement, soit on a loué un logement pour ses enfants ou pour quelqu'un d'autre de sa famille, et donc on sait comment ça fonctionne sur l'habitation. Sur l'immobilier d'entreprise, c'est souvent quelque chose qu'on fait dans une deuxième phase d'investissement. Parce que quand on fait de l'immobilier d'habitation, ce qu'on ignore au départ avant de commencer, c'est que le locataire est largement protégé. Aujourd'hui en France, vous savez bien comment ça fonctionne. Vous avez, j'imagine notamment, vous êtes confronté au sujet RGPD, probablement sur la partie tech. Alors, je m'aventure peut-être dans des sujets que je maîtrise pas trop par rapport à votre activité aujourd'hui, mais j'imagine que c'est des sujets que vous devez avoir. Vous voyez, à chaque fois, il y a le consommateur qui est protégé. Quand on achète un vêtement sur Internet, on peut le rendre. Alors, je sais pas exactement la réglementation aujourd'hui, mais grosso modo, on a entre 7 et 15 jours, si je dis pas de bêtises, pour pouvoir le rendre. En immobilier, c'est pareil. Et sauf qu'on considère que le propriétaire est la partie forte et le locataire est la partie faible. Donc du coup, quand on loue un logement à monsieur et madame tout le monde, on va se retrouver à avoir une partie faible qui est le locataire et donc qui est protégée par rapport au bail d'habitation. Vous avez notamment entendu parler, si je vous parle de DPE, ça parle à quelqu'un ou pas du tout? Ouais, l'indice énergétique. Exactement. Vous avez certainement entendu parler du DPE ou sur la partie DPE, on a une problématique actuellement où on n'a plus forcément la possibilité de louer des logements qui sont en G. Ça, c'est uniquement sur le bail d'habitation. Pas sur l'habitation, mais sur le bail d'habitation. Et de l'autre côté, vous avez l'immobilier professionnel, et donc là, qui est nettement moins réglementé, parce qu'on va être sur du B2B, donc business to business. Et là, l'objectif, ça va être de louer comme ici. Par exemple, c'est Tristan qui n'est pas locataire, mais c'est la société Ingenious qui est locataire des bureaux. Et donc là, vu qu'on est en business to business, l'État considère que tout le monde est au même niveau. Et donc, il n'y a pas forcément une partie qui est plus protégée que l'autre. Bon, je me dis que c'est un sujet qui ne vous parle pas trop, donc je vais essayer de capter votre attention là rapidement. Grosso modo, l'idée, en tant que collaborateur, parce que je vais directement vous lâcher une petite bombe, comme ça captera l'attention pour le reste. En gros, l'idée, c'est de vous expliquer un petit peu comment, assez facilement, si aujourd'hui vous n'êtes pas propriétaire d'un bien immobilier et que vous voulez investir, vous pouvez générer en gros entre 800 et 1000 euros par mois, net, en plus de vos revenus actuels. Et ça, je ne vous parle pas, on retire le crédit, etc. Donc c'est ce qui peut vous rester. Donc c'est ce qu'on va voir au bout du sujet. Donc c'est une manière quand même de gagner, si vous gagnez aujourd'hui 2500 euros, 2500 euros par mois, c'est ce qui est possible de faire et vous pouvez assez facilement monter entre 800 et 1000 euros par mois en plus avec des outils, notamment le différé bancaire, on y viendra tout à l'heure. Voilà, ça c'était pour essayer de vous capter rapidement et que vous compreniez l'intérêt financier quand même de pouvoir réaliser ce type d'opération. Maintenant que j'ai dit ça sur la partie stratégie, nous on s'est dit qu'on n'allait pas faire l'un ou l'autre, parce que du coup on a des intérêts dans l'immobilier d'entreprise et des intérêts dans l'immobilier d'habitation. On s'est dit qu'on allait faire les deux en même temps. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on loue de l'habitation à des entreprises ou à des organismes publics. Alors comment ça fonctionne? En fait c'est très simple, vous avez un appartement et vous avez une entreprise qui va potentiellement vouloir loger ses collaborateurs parce qu'elle en a le besoin. Je vais vous montrer après tout un tas d'exemples d'entreprises qui peuvent fonctionner de cette forme-là. Aujourd'hui, Tristan, il a par exemple des appartements qui sont loués à des entreprises et qui logent leurs collaborateurs parce qu'elles en ont le besoin. Toi-même d'ailleurs, sur ces projets-là, tu as pu expérimenter. Yohan, dont j'ai parlé tout à l'heure,
pareil, a pu faire cette stratégie-là, d'autres personnes. Donc ça peut être une solution. Il y a aussi des organismes publics qui peuvent loger des personnes. Et donc là, des organismes publics, ça va être tout un tas de profils. Ça peut être des femmes battues, ça peut être là en ce moment, on travaille avec un organisme qui loge des malades du sida. Donc vous avez plein de sujets possibles. Et donc ces personnes-là, en fait, souvent, vous savez, on dit qu'on a un monde hétérogène et on vit dans un milieu homogène. Là aujourd'hui, vous êtes tous plus ou moins dans la tech, dans Paris, et du coup on a une vision parfois où... Mais il y a plein de gens qui sont de plein d'autres univers et qui ont des besoins différents. Et c'est vrai que c'est des milliers, probablement des centaines de milliers, peut-être même des millions de personnes qui sont tous les mois logées par l'État. Et donc ces personnes-là, il faut bien les loger quelque part, et c'est là aussi où on intervient pour éventuellement leur proposer des logements. Je vais y venir après, je vais vous montrer des exemples. Alors très rapidement, qu'est-ce que ça permet? Ce que ça permet, c'est notamment sur la partie bail. Je disais, au niveau de la protection, on va pouvoir être de manière égalitaire, on va pouvoir être en B2B, en business to business, que ce soit sur un organisme public ou une entreprise. Donc là-dessus, déjà, on est plus tranquille. La réglementation, on n'a pas, par exemple, à Paris, vous savez qu'au-delà du DPE, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, vous avez plafonnement de loyer. Si je vous dis ça, j'imagine que ça parle à tout le monde. Bah là, c'est pareil, on n'a pas de plafonnement de loyer. Parce que du coup, on loue à des entreprises ou des organismes publics. Donc on n'a pas ce sujet-là. On a, vous savez, il y a une taxe foncière. Quand vous êtes propriétaire d'un bien, quand vous louez à une personne physique, donc vous, moi, eh bien, vous n'avez pas le droit de refacturer la taxe foncière, vous n'avez pas le droit de refacturer les charges de copropriété. Ce qui n'est pas anodin, hein, c'est des montants qui sont assez importants la plupart du temps. Bah, ça, là, vous pouvez le refacturer quand vous louez à des entreprises ou des organismes publics. Donc c'est plein d'avantages de ce type-là qui font que cette stratégie-là peut être intéressante. Je termine juste sur la partie stratégie. Pourquoi on a choisi de faire les deux en même temps? Parce que l'habitation, il y a une vraie résilience de l'actif. Quand on regarde les crises immobilières, souvent c'est l'actif qui est le moins touché, parce qu'il est moins financiarisé que le bureau ou les locaux commerciaux, etc. Et donc vraiment, c'est notre théorie, c'est de se dire qu'il y a une évolution de marché sur des actifs commerciaux. Alors ici, on est dans un emplacement premium à Paris, donc évidemment, c'est des actifs qui sont moins sujets à des fluctuations. Mais les bureaux, je vous apprends rien si je vous dis que notamment à La Défense, il y a des bureaux qui ne sont pas loués aujourd'hui. J'imagine que vous en avez entendu parler, même ailleurs. Les commerces, nous on imagine, vous qui êtes dans le digital en plus, j'imagine que ça va vous parler quand je vais vous dire ça, mais nous on imagine une évolution de marché, non pas une disparition des commerces, mais simplement une tension peut-être moins importante parce qu'on pourra être aussi dans le digital et pas uniquement dans le physique. Et donc vraiment l'idée c'est d'avoir la résilience de l'actif sur l'habitation et l'intérêt, vous l'avez compris, contractuel et aussi sécuritaire puisqu'il y a les impayés qui sont moins importants sur des entreprises, des organismes publics. Organisme public, c'est même pas un payé important, c'est qu'il n'y a pas d'impayé tout court. C'est l'État votre locataire. Bon, alors du coup concrètement, donc moi je suis breton, il y en a qui sont bretons ici ou pas? Personne? Oh, tant pis. Alors Saint-Nazaire c'est pas la Bretagne, c'est la Loire-Atlantique. Mais du coup Saint-Nazaire c'est la ville dans laquelle on a commencé à développer ce business parce que moi je suis de Vannes, donc Vannes c'est dans le sud de la Bretagne. C'est le golfe du Morbihan, si un jour vous avez l'occasion d'aller, c'est vraiment, mais c'est sincèrement magnifique de manière objective. Prenez un petit bateau si vous avez le permis bateau ou vous trouvez quelqu'un qui a... Et vous allez dans le golfe du Morbihan, c'est magnifique. À côté vous avez Saint-Nazaire, c'est un peu moins beau, mais par contre c'est une très bonne stratégie immobilière. Et là vous avez des fleurons, notamment le chantier de l'Atlantique. Ça vous parle ou pas, chantier de l'Atlantique ou pas du tout? Par exemple, si je vous dis qu'on a un nouveau porte-avions qui va se construire en France, ça vous parle? Bon, du coup on a un nouveau porte-avions, donc le Charles de Gaulle arrive en fin de vie et on va construire un nouveau porte-avions. Si je dis pas de bêtises, je crois que... Alors ils hésitent sur le nom, mais je sais plus le deuxième, mais il va peut-être s'appeler Simone Veil. Donc c'est le nouveau porte-avions là qui va être construit, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a mis en photo là, ça c'est le futur porte-avions qui va être construit en France. On a donc les chantiers de l'Atlantique, on a mis Total Energy parce que sur Saint-Nazaire vous avez la raffinerie de Donge, donc ça c'est pour le pétrole, et vous avez Airbus. Donc c'est trois fleurons relativement importants qui sont sur la ville de Saint-Nazaire et qui drainent une activité très importante et notamment une activité européenne. Donc vous avez beaucoup d'entreprises prestataires de ces géants qui, elles, vont pouvoir proposer et proposer des activités et donc avoir des personnes à loger. Donc vous avez des personnes qui viennent d'Estonie, de Lituanie, des Italiens, des Français évidemment aussi, mais tout un tas de public qui vient pour travailler et répondre à nos besoins. Donc ces personnes-là, ces entreprises-là peuvent être locataires. Et souvent, ce n'est pas des petites entreprises. On ne parle pas de... Évidemment, quand on est prestataire des chantiers de l'Atlantique, qui drainent des milliers d'emplois, c'est des entreprises qui font entre 300 et 1000 collaborateurs. Donc à chaque fois, c'est des organismes relativement importants. Et on a aussi des organismes publics
Toi, je crois, Tristan, c'est que des entreprises, mais ça peut être aussi des organismes publics. J'y viendrai tout à l'heure pour vous présenter un petit peu le type d'organisme qu'il peut y avoir. Ça, c'est sur la partie Nantes. Donc, du coup, on a commencé à Saint-Nazaire. Ensuite, on s'est, ah, bah, vous voyez, je n'ai pas terminé le jour là-dessus. C'est pas grave. Ça a été ajouté quand même, c'est bien. on a une partie, donc, sur Nantes aussi, on a développé. Donc, ça, c'est Nantes aussi, c'est parce que, bah, évidemment, c'est proche de la Bretagne. Et puis, pour le coup, pour la petite histoire, c'est parce que j'ai fait mes études à Nantes. Donc, c'est pour ça qu'on a développé aussi sur cette ville-là. Et donc bah là c'est pareil, donc il y a Airbus qui est présent, des entreprises de sous-location aussi qui peuvent louer, et puis des organismes publics, je viens tout à l'heure. On a évidemment, j'imagine que ça vous intéresse, la ville de Paris, et pas que la ville de Paris, c'est l'Île-de-France de manière générale. Moi je suis arrivé à Paris juste pas longtemps avant de te rencontrer, je crois, enfin, il y a un peu plus d'un an, enfin dans les environs d'un an. Et donc en fait, pourquoi je suis venu à Paris? Parce que Saint-Nazaire, Nantes c'est très bien, mais en immobilier, il y a je vous apprends rien si je vous dis qu'il y a une traction hyper importante. J'imagine que vous avez tous été à un moment donné confrontés à louer un logement ou ce genre de choses, ou de près ou de loin, et vous avez vu à quel point il y a une tension importante et il y a un marché qui est énorme, que ce soit à Paris ou même ailleurs. Et puis il y a vraiment une distorsion de ce marché par rapport au niveau national, simplement parce que, vous le savez comme moi, il y a une concentration économique, une concentration des transports, qui fait que ce marché, il n'y a pas d'équivalence en France. Donc ça faisait sens de venir à Paris pour le développer, et donc c'est pour ça que je suis venu ici. Au départ, pas par gaieté de cœur, hein. Vraiment, j'avais pas du tout envie de venir à Paris. Et finalement, je suis plutôt content, pour l'instant en tout cas. Donc là, après, vous avez plein de sujets, donc ça peut être Blablacar par exemple, qui va loger des collaborateurs. Alors là, ça va être des collaborateurs qui vont être en remote. Pareil, je vous apprends rien, ce qui est cool, c'est que vu que vous êtes sur des sujets de tech, ça va vous parler, mais il y a pas mal de collaborateurs qui sont en remote, et en fait, Blablacar, ce qu'ils font, c'est que ces personnes-là viennent une ou deux journées dans la semaine, et donc des fois, elles peuvent avoir besoin de loger ces collaborateurs. Et donc, au lieu de louer des hôtels, parce que ça leur coûte cher, il vaut mieux pour eux louer un appartement, et avoir quelqu'un qui est présent 2-3 jours dans la semaine, et puis switcher avec des collaborateurs, qui viennent lundi, mardi, puis d'autres qui viennent le jeudi, vendredi, par exemple. Ça leur coûte moins cher à la nuitée, parce qu'un hôtel, c'est assez rapidement 150-200 € la nuit dans Paris, encore minimum. Donc ça peut être des sociétés de ce type-là. FlexLiving, c'est par exemple un partenaire sur Paris qui, eux, ils vont gérer un peu ces partenaires, notamment entreprises au sein de Paris. Donc ça, c'est un tip que je vous donne aussi si ça vous intéresse de vous renseigner par vous-même, puisque l'idée, au-delà, évidemment, vous l'avez compris, nous on propose un service, mais l'idée c'est aussi de vous donner l'idée à vous. Peut-être que ça vous intéressera de vous lancer de votre côté. Enfin, moi je crois beaucoup que l'investissement immobilier est une bonne solution. C'est pas l'unique solution, mais c'est une bonne solution pour créer des revenus complémentaires. Et donc c'est vrai que si ça peut vous aider de prendre quelques infos, Tristan a le diaporama, donc si vous en avez besoin, tu pourras évidemment le partager. J'y viens, les fameux organismes publics. Et donc là, vous avez pareil des exemples de partenariats. Alors ça semble anodin comme ça, là, les infos que je vous donne, mais pour le coup, je suis assez sympa, parce que en vrai, ça a été beaucoup de boulot de trouver ces organismes-là, mais pareil, si ça vous aide, vous pourrez aussi vous renseigner sur Internet, mais ça peut être notamment la Croix-Rouge, qui va loger des publics, ça peut être l'Arcade. Donc l'Arcade, c'est l'association dont je vous parlais tout à l'heure pour les malades du sida. Ça peut être Aurore, ça peut être Coalia. C'est des organismes qui logent énormément de gens. C'est souvent un public social, donc c'est comme je vous disais, ça peut être malade du sida, ça peut être des femmes battues, ça peut être aussi, il y a eu des réfugiés de guerre évidemment avec l'Ukraine. Enfin voilà, les conflits internationaux, ça impacte. Il y a des gens qui viennent se réfugier dans certains pays, des réfugiés économiques, des réfugiés politiques. Et donc ces gens-là, il faut les loger quelque part. Et donc du coup, nous on propose une solution. Évidemment, on est une goutte d'eau dans cet écosystème. Coalia, pour information, c'est 100 000 personnes logées, juste un organisme. Je vous laisse imaginer la teneur du truc, quoi. C'est gigantesque. Il y a un organisme public en Île-de-France qui, alors dans un département, je ne sais plus lequel, mais au nord de l'Île-de-France, qui a juste un organisme, et tout seul dans ce département, ils ont 6000 logements. Et c'est des centaines d'organismes comme ça qui existent. Donc c'est vrai que souvent on ignore ces sujets-là, mais c'est intéressant. Alors, quand je vous dis ça, ça vous fait peut-être un peu peur, parce que vous dites, si j'ai des réfugiés de guerre, peut-être que ils ont connu les choses, et donc ils vont... Enfin voilà, c'est des profils qui sont différents, ça peut peut-être faire peur de prime abord, mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que le locataire, c'est l'organisme. Donc demain, ils ont des financements par l'État. Demain, en fait, quand ils logent ces personnes-là, s'il y a un problème dans le logement, c'est leur responsabilité. La responsabilité de l'aménagement intérieur est pour le locataire. C'est-à-dire que si demain, vous avez un problème, notamment le ballon d'eau chaude, par exemple, qui pète, le toilette qui est bouché, c'est leur responsabilité. Ce qui n'est pas le cas sur du bail d'habitation. Aujourd'hui, vous avez vos toilettes bouchées, vous pouvez faire appel à votre propriétaire. C'est pas tout le temps, mais assez souvent, c'est sa responsabilité, donc c'est à lui de s'en occuper. Votre ballon d'eau chaude, il est cassé, vous appelez votre propriétaire et il vous le change. Là, la responsabilité est donnée au locataire. Et donc même lorsqu'ils partent, puisqu'il peut y avoir des dégradations au sein du logement, parce que souvent ils restent sur un temps très long,
10, 15 ans, eh bien, quand ils partent, ces organismes-là, derrière, ils s'occupent de tout remettre au propre. Donc finalement, c'est un peu comme aujourd'hui, si je prends le parallèle, c'est un peu comme Ingenious, qui vous, entre guillemets, non pas qui vous loge, mais qui vous propose un espace de travail ici, lorsque vous voulez venir. Bah, si vous cassez quelque chose, alors après vous vous arrangez avec Tristan, mais c'est la responsabilité de Tristan. Donc bah, c'est exactement la même chose, mais sauf que on le fait dans un logement. Donc ça vous permet aussi d'éviter la vacance locative notamment. Parce que si vous louez un logement, bah, il peut y avoir de la vacance locative entre chaque changement de locataire. Là, l'avantage, c'est qu'on est engagé sur un 369, on appelle ça. Ça parle ou... Ok, j'explique rapidement. En gros, ça va être un bail commercial. Je disais tout à l'heure, on a le bail d'habitation, le bail commercial. Le bail d'habitation, lorsque vous signez un bail d'habitation, si demain vous voulez partir, vous avez un préavis de 1 mois. Vous êtes dans une zone tendue à Paris, donc si vous voulez partir, vous pouvez partir dans 1 mois. Dans les zones distendues, vous avez 3 mois à certains endroits, et ça dépend aussi de si vous êtes en meublé ou en nu. Mais bon, grosso modo, vous pouvez partir assez rapidement. Là, eux, quand ils s'engagent minimum sur 3 ans, 3, 6, 9. Ça peut être un 6, 9, 10, 6 ans, 9 ans ou 10 ans. Et donc ça veut dire qu'à chaque échéance, ils peuvent partir. Mais ils peuvent partir en prévenant au minimum 6 mois avant. Ça veut dire que du coup, il reste 3 ans minimum, et s'ils nous disent qu'ils veulent partir, si par extraordinaire ils veulent partir dès la première annuité, donc au bout de 3 ans, ils sont obligés de prévenir 6 mois avant. D'ailleurs, il y a de fortes chances que tu sois sur un bail similaire ici, en professionnel, c'est ce qui se fait assez souvent, j'imagine. Tu dois avoir quelque chose qui ressemble à ça. Quand vous louez des locaux commerciaux ou des bureaux, c'est ce qui se fait de manière commune. Les avantages de... Alors, c'est marrant, j'utilise le mot niche parce que tout le monde dit que c'est une niche, mais en réalité, l'immobilier, c'est tellement profond comme marché qu'une niche, ça vaut déjà des centaines de milliards. Donc, bon, c'est une niche. Donc, vous avez aussi l'avantage, alors c'est vrai que j'en ai pas parlé, il y a aussi l'avantage d'avoir un bail notarié. Alors, ça parle à personne, j'imagine. Ok, alors ça, c'est pareil, c'est une information que je vous donne. Quand vous faites un bail, vous pouvez signer auprès du notaire. Alors, c'est ignoré, pour la simple et bonne raison que c'est une information qui n'est pas diffusée, parce que les notaires n'ont pas le droit de faire leur publicité. Un notaire, c'est un officier ministériel, et donc du coup, il n'a pas le droit de faire sa publicité, donc ils en parlent enfin c'est plus connu chez les profils initiés. Et donc du coup, on va avoir un bail notarié qui peut être fait, c'est pas une obligation, hein, ça peut être, on verra après, bail commercial ou bail civil, mais du coup, ce bail notarié, il vous protège. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la force exécutoire du notaire, donc si demain vous avez un manquement au bail, un impayé par exemple, vous avez évidemment des solutions type GLI, donc garantie loyer impayé. Donc vous pouvez évidemment l'utiliser. C'est auprès de la banque du coup. C'est auprès de la banque, enfin une société d'assurance. Oui, exactement. Voilà. Exactement. Oui, je précise effectivement. La GLI, la garantie loyer impayé, c'est une société d'assurance qui va venir vous protéger si jamais demain vous avez, comme vous avez une assurance pour votre voiture ou même pour votre logement, vous avez certainement une assurance pour votre logement. Et si vous n'en avez pas une, il faut vous renseigner. Mais normalement, vous avez une assurance pour votre logement. Et du coup, vous pouvez souscrire aussi à une garantie loyer impayé. Alors, c'est pas nécessaire, honnêtement, quand on est dans un organisme public. Parce qu'il n'y a pas d'impayé. Aussi loin qu'on remonte, il n'y a pas d'impayé. Bon, ça peut arriver, mais bon, j'imagine que si l'État ne paye pas, ça va être compliqué de les actionner. Mais sur les entreprises, ça peut être quelque chose qui s'étudie. Et donc, c'est une garantie loyer impayé qui peut être mise en place. Mais avec ce bail notarié, vous pouvez aller plus vite. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu où on vous a dit « Oh là là, quand il y a un impayé, c'est compliqué de mettre un locataire dehors ». Vous avez peut-être déjà vu ça, ou voilà. Et souvent, on vous dit, mais on ne sait pas trop pourquoi, on dit quand c'est du pro, c'est plus facile. Alors peut-être que vous ne l'avez pas entendu parce que c'est peut-être moins votre écosystème de l'immobilier, mais si vous avez déjà entendu ça, c'est en partie pour cette raison-là. Parce que du coup, vu que vous signez devant notaire, et ben, du coup, vous avez plus de facilité à faire respecter, puisque, encore une fois, le notaire a la force exécutoire, et donc on n'a pas besoin de passer devant le juge pour pouvoir faire accepter ce sujet. Je me rends compte que c'est un peu technique, hein. Je suis désolé, je sais pas si c'est trop, vous me direz, je serai preneur de votre retour à la fin parce que je rentre quand même pas mal dans la technique, mais bon, au moins ça vous permet d'avoir des billes de réflexion. On peut avoir donc un bail commercial ou un bail civil, donc ça veut dire qu'on n'est pas sur les sujets sur le bail d'habitation. Donc bail d'habitation qui est réglementé sur la loi de 89 et qui nous impose notamment les DPE. DPEG aujourd'hui, techniquement vous n'avez pas le droit de les remettre en location. Vous pouvez avoir un plafonnement de loyer dans Paris mais dans d'autres villes en France. Enfin voilà, il y a plein de réglementations sur ce bail d'habitation. Lorsqu'on est sur un bail commercial ou un bail civil, on n'a pas du tout ces réglementations-là. Et je l'ai dit tout à l'heure, responsabilité de l'aménagement intérieur. Et donc ça, alors ça semble anodin dit comme ça, mais si vous louez votre logement, surtout depuis un certain nombre d'années, vous vous rendez compte qu'il y a toujours des petits travaux qu'on n'a pas prévus. Il y a toujours des petits trucs, il y a un problème sur une peinture, le sol, il y a le ballon d'eau chaude qui fonctionne plus, il y a toujours un petit truc. Et l'avantage de cette responsabilité, c'est que du coup, alors tout n'est pas complètement délégué au locataire, mais une grosse partie, et donc du coup on est gagnant sur le long terme. Voilà, donc je suis allé un petit peu vite tout à l'heure, mais du coup pas de plafonnement de loyer, pas de sujet de DPE,
Pas d'impayé sur les organismes publics, les entreprises pour le coup ça peut arriver, mais vous avez la solution de la garantie loyer impayé que j'expliquais tout à l'heure, qui n'est pas obligatoire mais qui peut être souscrite. Et refacturation potentielle de la taxe foncière, ça on n'y arrive pas à chaque fois, mais des fois ça dépend des deals. En fait, soit on peut maximiser le loyer et le propriétaire paye la taxe foncière, soit on arrive à un deal où on fait payer la taxe foncière et on baisse un petit peu le loyer. Alors du coup sur la partie plutôt financière, alors je vous ai mis un exemple d'abord à Saint-Nazaire et ensuite un exemple dans Paris, pour que vous puissiez un peu voir économiquement comment ça fonctionne. Alors d'un point de vue, juste avant de venir sur l'exemple, d'un point de vue stricto sensu bancaire, comment ça fonctionne? Là aujourd'hui si vous voulez faire un crédit et que vous n'êtes pas propriétaire, vous pouvez aller voir la banque et leur demander un différé bancaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez emprunter par exemple 200 000 euros. Ces 200 000 euros, vous allez dire, moi je veux un différé bancaire, grosso modo, alors au maximum, gardez en tête qu'au maximum du maximum c'est 5 ans, mais c'est très rare. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le vrai maximum c'est plutôt 3 ans. Ça veut dire qu'on peut monter à 36 mois. Grosso modo, vous avez 36 mois de différé bancaire partiel ou 24 mois de différé bancaire total. C'est les fameux 800 ou 1000 euros dont je vous parlais tout à l'heure. Ça c'est bien, je vois que là vous m'écoutez, c'est normal, c'est important. Comment ça se passe en fait? Vous allez emprunter 200 000 euros. Vous allez acheter votre bien, par exemple cette maison. Vous allez louer cette maison, on va y revenir après, mais je crois qu'on doit être de l'ordre de 1500 euros dans la simulation, quelque chose comme ça. Sur les 1500 euros, si vous avez un différé total, ça veut dire que dans les 24 prochains mois, vous n'allez pas rembourser 1 euro à la banque. Ça dépend de votre stratégie, encore une fois, c'est pas obligatoire. Mais ça veut dire que du coup, sur les 1500 euros, bon, grosso modo, vous allez avoir des petites charges à gauche à droite, on va y venir juste à la fin, mais il va vous rester, allez, on va dire 1000 euros pour simplifier le calcul. Et ces fameux 1000 euros, c'est là où en plus l'astuce devient très intéressante, c'est que si vous investissez en personne physique, puisque du coup, si je comprends bien, vous êtes tous salariés aujourd'hui, vous allez investir en personne physique et donc vous allez pouvoir bénéficier du meublé. Le fameux LMNP, loueur meublé non professionnel. Après, vous avez aussi le loueur meublé professionnel. Est-ce que ça vous parle ou pas si je parle de meublé ou de nu? Pas du tout. Un petit peu? Ok, cool. Et bien du coup, en fait, en meublé, comment ça... Enfin, grosso modo, ce qu'il faut retenir, parce que je suis rentré dans pas mal de détails, donc je vais peut-être pas vous expliquer tout, sauf si ça vous intéresse, mais le meublé, vous n'allez pas avoir d'imposition, en gros, pendant 6 à 10 ans, selon votre rendement. Évidemment, si vous avez un rendement très fort, vous pouvez être imposé à un moment donné de manière plus rapide. Mais ce qu'il faut garder en tête, normalement, toi, si tu as fait du meublé cette année, tu n'as pas payé d'imposition sur ton bien. Alors, j'ai sur les commencé, moi, le meublé à partir d'octobre de l'année dernière. Ok, donc octobre 2024 ou 2023? 2024. Ah oui, donc c'est récent. Ok. Ouais, c'est récent, et par rapport à ça, il y a énormément de publicité en fait, parce que tu as deux régimes en LMNP. Tu as le régime BIC qui permet du coup de défiscaliser à 50% d'abattement. Ouais. Tu as le régime réel où du coup tu peux du coup défiscaliser tout ce qui est taxes foncières et coûts que tu vas avoir en fait directement sur l'appartement. Donc moi je suis parti sur ça avec le réel. Le réel, ouais. T'as un comptable? Avec un comptable, forcément, ouais. Qui va me faire une liasse fiscale du coup et qui va me permettre, si j'ai des impôts, du coup de racheter en fait de l'immobilier dans l'appartement pour justement essayer de faire, de donner le moins d'argent à l'État. Alors juste pour que je précise, vous n'allez pas réduire votre base imposable. Aujourd'hui vous êtes imposé, vous avez votre rémunération, vous êtes imposé, vous avez des impôts sur le revenu. Cette base imposable ne sera pas réduite par votre projet immobilier. Par contre, elle ne va pas vous en générer plus. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que si là vous achetez par exemple cette opération à 220 000 euros, vous faites le choix d'avoir un différé partiel sur 36 mois, donc sur 3 ans. Vous faites... Juste tu peux définir pour différé partiel du coup, pour ouais, exemple, alors, je pense qu'ils ne savent pas. Du coup, différé total, donc vous n'avez pas de remboursement du tout. En fait, les intérêts sont mis sur le reste de votre crédit. Donc vous n'allez pas les subir pendant les 24 mois. Un différé partiel, les intérêts que vous allez avoir, donc parce qu'on vous prête de l'argent, on débloque 220 000 euros, puisque aussi ce qu'il faut dire, c'est que vous avez la possibilité aujourd'hui de faire des financements. Alors, c'est de plus en plus compliqué, mais grosso modo, nous on a un partenaire bancaire qui aujourd'hui fait encore des financements sans apport. Donc ça veut dire que vous pouvez même investir sans avoir 1 euro. Ça veut dire que vous pouvez lisser en différé partiel, vous allez avoir en fait vos intérêts sur le... Donc, je sais pas, on va être de l'ordre de 300-400 euros, c'est un peu la louche, je sais pas exactement le montant, mais grosso modo ça va être ça, d'intérêts intercalaires que vous allez payer du coup pendant 36 mois. Mais grosso modo, c'est pour ça que tout à l'heure je disais entre 800 et 1000 euros, parce que ça va dépendre un petit peu du choix que vous allez faire. Est-ce qu'on va être plutôt sur un différé total ou un différé partiel, qui va venir un peu réduire cette assiette qui va vous rester. Mais grosso modo, ça veut dire que vous avez 800 euros qui viennent s'adosser à vos revenus d'aujourd'hui, de manière nette, puisque du coup, votre opération, vous allez... Alors, soit vous pouvez le faire vous-même, hein, ça prend du temps et c'est tout à fait possible,
soit vous pouvez le faire avec des organismes comme nous. Ça prend toujours un peu de temps, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, notamment les dossiers bancaires. C'est là où on ne peut pas faire grand-chose, à part vous mettre en relation, mais il faudra quand même envoyer des documents, etc. C'est pas un taf monstrueux, mais ça demande quelques heures quand même. Johan et Tristan, qui ont une entreprise à gérer à côté, ont réussi à le faire. Donc normalement, c'est qu'on peut avoir le temps de... C'est plus dur une entreprise. Moi, j'ai une petite question. Ouais. C'est quoi l'intérêt de reporter, justement, faire rembourser plus Bah, tard parce que d'encaisser de l'argent. oui, mais ça rajoute pas, ça augmente pas le coût du crédit et ça augmente la durée de remboursement aussi. Non, mais tu peux utiliser cet argent après en perso. Tu veux dire, Réinvestir quel est ton l'argent. intérêt à toi de le faire ou l'intérêt de la banque? Non, mais l'intérêt, oui, personnel, parce que du coup, je pense que du coup, ça augmente le coût du crédit. Alors, ça, Plus un crédit est alors, long, en général, plus ça, il est ça, coûteux. ça augmente, mais ça va pas, C'est ça qu'une va pas question d'intérêt, fondamentalement. ouais, ça augmente un petit peu, mais t'es gagnant à la récupérer. D'accord. En fait, tu vas générer de la trésorerie. Alors, ça sert à deux choses. La première, soit parce que tu as envie, par exemple, dans les 3 prochaines années, d'avoir un peu plus de revenus. Nous, c'est le cas. On a un investisseur, un banquier qui a fait ça, et donc il est banquier à la caisse d'épargne. Et donc, lui, il s'est fait un différé. Et donc, avec sa femme, ils ont pris 1000 € en plus par mois de revenus tous les mois net d'impôts, puisque, du coup, juste pour. Je t'oublie pas sur ta Oui, question, oui. mais sur la partie meublée, donc vous n'avez pas d'imposition pendant cette exploitation. Et si vous revendez au même prix, évidemment, si vous faites une plus-value, on est en France, vous allez être imposé. Mais si vous ne faites pas de plus-value, c'est-à-dire que là, si vous achetez 220 000, on arrondit, et que vous revendez 220 000 €, vous n'allez pas être imposé. Alors, cette loi peut évoluer dans le temps. Hein. Encore une fois, on est en France, donc les lois évoluent aussi. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui peut ne plus être vrai dans 5 ans. Peut-être même avant, c'est des sujets qui ont été évoqués. Mais souvent, l'État laisse une deadline entre les deux. C'est-à-dire qu'entre le moment où la loi est imposée et le moment où elle est effective, il est assez probable qu'il se passe 1 ou 2 ans. Donc, j'arrive juste sur la partie... Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir récupérer entre 800 et 1000 € dans votre poche pendant 3 ans, ce qui n'est pas anodin, pour pouvoir augmenter ses revenus. Donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième, si tu n'as pas envie d'avoir de revenus supplémentaires, ça te permet de créer de la trésorerie. On n'est pas à l'abri demain sur une opération immobilière, dans 5 ou 10 ans, qui est un sujet par exemple de tempête, et que du coup tu as de l'argent à mettre, ou même ça te crée un pécule tout simplement pour pouvoir réinvestir derrière si la banque par exemple te demande de mettre de l'apport. Parce que souvent, plus on monte dans les projets, au départ ils sont gentils, en fait ils veulent te récupérer parce que c'est leur intérêt. Le crédit bancaire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un produit d'appel pour la banque. Ça vous permet ça leur permet de vous récupérer en tant que client. Donc ils vont te faire des conditions qui sont cool, et plus tu vas avancer, plus ça va être un peu compliqué. Ils vont te demander des trucs, tiens, souscris à cette assurance, tiens. Voilà. Et donc du coup, ils vont te demander potentiellement un peu d'apport. Et donc ces 3 ans où tu auras pu mettre 1000 € par mois pendant 3 ans, c'est quand même 36 000 €, ça pourra te servir potentiellement pour un autre projet ou l'utiliser à toutes fins utiles. Enfin, Parce Ouais, qu'au le bout des placement. 3 ans, il faut quand même rembourser le crédit. Enfin, et il y a deux solutions, soit le crédit est remboursé, mais du coup l'opération s'autofinance, on va y venir juste après. D'accord. Ça veut dire que tu n'as pas d'argent supplémentaire à mettre de ta poche. Ok. Soit l'opération s'autofinance, soit tu décides de revendre et de repartir sur une opération similaire où tu repars pour 3 ans si tu en fais le choix. Ça, c'est libre à chacun. D'accord. Donc là, ce qui vous intéresse, j'imagine, c'est la partie chiffrée. Donc là, vous avez le prix d'achat. Donc FAI, ça veut dire frais d'agence inclus. Ça ne veut pas dire qu'il y a tout le temps une agence au concours de la transaction. Par contre, ça veut dire que si on a une, c'est inclus dans le prix. Ensuite, vous avez les frais de notaire. Évidemment, ça, on est obligé d'y passer. Les frais de chasse, donc ça, c'est on pourra y venir Si après. vous voulez Mais... passer par le service. Exactement. Si vous voulez passer par le service, nous, on prend 5% TTC du prix net vendeur pour la recherche du bien. Travaux, s'il y en a, c'est pas tout le temps nécessaire. Il peut y avoir de l'ameublement. Alors là, l'ameublement, ça va dépendre du locataire. Si c'est une entreprise, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est une entreprise en général, ils demandent à ce que ça soit meublé. Si c'est un organisme public, ils veulent meubler par eux-mêmes. En gros, c'est à peu près ça qu'il faut garder. Ça ne vous empêche pas de pouvoir répondre aux besoins du LMNP, loueur meublé non professionnel. Comme son nom l'indique, il faut avoir un logement meublé. C'est pas parce que vous avez un locataire qui ne veut pas de meubles que vous ne pouvez pas mettre un minimum. Encore une fois, on est sur la loi, il faut mettre le minimum légal. Pour autant, on n'a pas forcément l'obligation de rentrer et de mettre les couverts supplémentaires, la déco, etc. Ça veut dire qu'il faut avoir de quoi occulter les fenêtres. Enfin voilà, il y a une liste. Hein. Ça pour le coup, autant la résidence principale, c'est des faisceaux d'indices, autant le meublé, c'est très clair. Vous avez une liste, vous allez sur internet, vous trouvez la liste, les meubles sont très précis. Ensuite, donc forfait clairement, ça c'est pour la réalisation, suivi des travaux, suivi de l'ameublement, mise en place du premier locataire. Donc ça nous fait une enveloppe à un peu moins de 220 000. Et là, vous voyez le loyer annuel projeté. Donc on est à 18 000 € hors charge annuelle. Donc ça fait 1 500 € par mois. Donc quand je vous disais 1 500 tout à l'heure, on était dedans. Pas de charge de copropriété puisque évidemment on est sur une maison individuelle. Donc ça c'est pareil, autre tips pour vous si vous voulez investir dans l'immobilier. Alors
un sujet qui peut être intéressant, si vous en avez les moyens et que vous souhaitez vous positionner, ça ne veut pas dire que vous positionnez sur un appartement, c'est pas une bonne idée, c'est juste que une maison individuelle, il y a de fortes chances que ça se valorise dans le temps, dans les prochaines années. Est-ce que vous avez une idée pourquoi la maison individuelle va se valoriser dans le temps? Parce que la rareté. Ouais, pourquoi la rareté? Réduction des espaces, tout simplement. Ouais, alors réduction des espaces, on y est les gars, pas loin. Est-ce que vous avez, si je vous dis Loisanne, ça vous parle ou pas? Comment? Augmentation de la population. Ouais, bah alors il y a ces sujets-là, plus de demandes, moins d'offres en effet. Bah, tout le monde va en ville, non? C'est pour ça. Alors il n'y a pas forcément, alors ça pour le coup, les indicateurs nous montrent plutôt que ça va à l'inverse. ouais, ça va à les gens vont l'inverse, plutôt dans des villes de 50 000 habitants en moyenne. Mais oui, de manière générale sur des villes quand même. Alors en fait, c'est la loi ZAN. Alors si je vous parle de la loi climat et résilience, j'imagine que ça vous parle un petit peu, la loi de 2021, donc qui notamment a fait intervenir le sujet des DPE. Enfin, en fait, la loi qui va dans le sens où on doit protéger l'environnement dans la perspective d'avoir une consommation énergétique un peu moins importante. Bon, maintenant que j'ai dit ça, cette loi ZAN, qui fait partie de la loi climat et résilience, ZAN, ça veut dire zéro artificialisation nette, à objectif 2050. Ça veut dire qu'aujourd'hui, depuis 2021, déjà, il y a eu une première phase de cette loi entre 2021 et 2031 qui a divisé par 2 les coefficients de constructibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aviez, dans des villes, chaque commune avait la possibilité d'artificialiser 100 hectares de terre. Bon. Eh bien, depuis 2021, on a dit, ok, avant 2021, vous aviez le droit à 100 hectares, maintenant, vous n'avez plus le droit qu'à 50. Je schématise, mais grosso modo, c'est ça. Parfois, c'est même bien pire. Hein. Il y a une ville où j'ai acheté des terrains, ils sont passés de 118 hectares à 12 hectares. Donc là, ça a été drastique. Ils ont vraiment coupé. Donc il y a moins de terre. Donc vous connaissez peut-être l'adage, acheter de la terre, on a arrêté d'en faire. Et bien vraiment pour le coup, ça fait sens. Même si elle est très critiquée cette loi et c'est possible qu'elle évolue dans le temps, acheter une maison individuelle, ça peut faire sens parce que la valorisation va probablement se développer. Parce qu'il faut savoir que les Français, enfin, la plupart des Français, vous et moi, je ne sais pas si vous allez vous reconnaître dans ce que je vais dire, mais moi je m'y reconnais pleinement. Si on peut, on préfère vivre dans une maison que dans un appartement. La plupart du temps, on vit par défaut dans un appartement puisque ça coûte trop cher d'être dans une maison. Eh bien, demain, on aura en plus encore moins de maisons qui vont se construire. Donc, de fait, il y a de fortes chances que ça se valorise. Plus de gens qui en veulent, moins de produits disponibles. Donc, acheter une maison, ça peut faire sens. Ça, c'est un petit tip pour vous si vous voulez vous positionner sur un actif. Ça n'empêche que les appartements vont aussi se valoriser. Mais c'est vrai que la maison individuelle, il est assez probable que ça se valorise un peu plus. Donc, électricité prise en charge par le locataire. Assurance PNO. Quelqu'un sait ce que ça veut dire PNO? Propriétaire non occupant. Taxe foncière. Donc là, on la met. Des fois, on arrive à la refacturer au locataire, mais dans le doute, on la met en charge. Donc là, c'est les charges sur le logement, et puis après, vous avez le rendement. Et puis le cash flow, alors là, pour le coup, c'était avec 15% d'apport et sur 20 ans, mais vous pouvez lisser jusqu'à 25 ans et ne pas mettre d'apport pour avoir une opération. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que autour de 8% de rendement, on est à peu près sur une opération qui s'autofinance. Donc, s'autofinance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas d'argent à mettre tous les mois. Fin du différé bancaire. Donc le différé qu'on a vu tout à l'heure, vous savez. Vous gagnez de l'argent sur le différé bancaire et après. Ça s'autofinance, ça vous coûte plus rien. D'accord, ah oui. Et ça vous permet de construire votre patrimoine immobilier, ce qui n'est pas négligeable parce que, juste petite chose, dans ces calculs de rendement, on ne part pas du postulat que l'actif se valorise. Or, on sait que, et ça pour le coup, je vous invite à taper simplement sur internet, prix de l'immobilier. Vous allez voir que les prix de l'immobilier, de toute façon, c'est assez factuel et c'est économique, mais ça augmente tout le temps, quoi. Évidemment, vous avez des moments où ça baisse un peu, mais même quand on regarde 2008 sur l'habitation, on est plutôt sur une stabilisation qu'une réelle baisse du marché. Oui. C'est quoi le forfait clé en main? Alors le forfait clé en main, c'est suivi des travaux, ameublement et mise en place du premier locataire. Si tu veux pas t'en occuper toi-même. Exactement, tu as la possibilité de le faire toi-même. Ouais. Tu fais bien de le dire, ça veut dire que ces deux prestations, donc chasse et forfait clé en main, sont distinctes l'une de l'autre. C'est-à-dire que nous, on peut s'occuper de la chasse, et vous nous dites, on vous fait investir, vous voulez vous positionner sur un projet à Paris, par exemple, vous avez de la famille qui peut faire les travaux, ou vous-même, vous sentez de faire de la peinture, etc., et vous avez le temps et que vous voulez économiser un peu d'argent là-dessus, c'est tout à fait possible de ne pas prendre ce forfait-là et que vous réalisiez vous-même les travaux et Honnêtement, avec l'expérience, c'est un truc que je vous déconseille fortement. Mais si vous voulez le faire, pourquoi pas. Mais c'est l'enfer. Hein, mais... Dans ce forfait-là, ça nous trouver aussi un locataire? Non. C'est-à-dire dans ce forfait-là. Forfait clé en main. Est-ce que ça nous trouve aussi un locataire? Alors, non. Si tu prends le forfait clé en main, là, c'est inclus dans les 5 900 €. Okay. Et si jamais, en effet, tu fais bien de poser la question, merci. Si jamais, par exemple, vous voulez réaliser vous-même les travaux et l'ameublement, donc monter les meubles, etc., et bien dans ce cas-là, la mise en place du locataire coûtera 1 900 €
pour le premier locataire. Là, j'ai mis un exemple dans Paris, un projet qu'on a fait dans le 13e, pour vous donner un autre exemple aussi. Alors évidemment, les budgets sur Paris sont un petit peu plus élevés, ça fait partie du jeu, mais c'est des projets qui peuvent être tout à fait possibles aussi. À ce stade, je vais en campagne. Tu sais, t'es une villa en campagne. Hein. Donc vous avez un appartement qu'on a optimisé. Donc pareil, je passe assez rapidement. Puis en plus, je suis bavard, donc je vais essayer d'aller assez vite. Mais du coup, même type d'opération. Alors là, pour le coup, on avait lissé sur 25 ans avec 15% d'apport. C'est pour ça que le cash flow est un peu plus élevé. Et puis mécaniquement, plus vous allez avoir un projet élevé, plus votre cash flow potentiellement va être élevé aussi, puisqu'il est au prorata du montant. Parce que Alix, pour répondre à ta question de tout à l'heure, aussi l'avantage du premier prêt, c'est que tu peux le faire sur 25 ans. Chose que la plupart des autres prêts, ça va être sur 20 ans. Donc ouais, tu vas pouvoir lisser plus ta le mensualité. prêt et du coup avoir plus de cash flow. Mais du coup, parce que tout à l'heure, tu as dit qu'il n'y avait pas d'apport à mettre, mais il faut quand même avoir de quoi payer les frais de notaire. Alors tu peux avoir un financement sans apport. Là, pour le coup, j'ai pas modifié parce que c'était pour la personne qui s'est positionnée dessus, elle a mis de l'apport et donc j'ai juste repris la fiche texto de ce qu'on a fait. Mais tu peux mettre zéro apport sur une opération. Sur un bien à 400 000, on peut avoir 0 d'apport. Ouais, sur 400 000. Tu gagnes 10 000 euros par mois. C'est du succès en fait. Oui, après, il faut un salaire qui va. Ouais, il faut avoir un salaire qui va en face. Mais après, non, il faut. Oui, parce que la banque va bien te prêter. Voilà, c'est ça. Alors, il faut pas 10 000 euros par mois. C'est ce que tu as dit, tu as dit 10 000. Oui, en exagérant, mais avec un salaire de 2500, tu peux pas emprunter. Non, 2500, en gros, pour vous donner des ratios, 2500 euros par mois, vous allez pouvoir emprunter entre 180 et 220, selon ce qu'on arrive à avoir. Actuellement, sans apport. Ouais, sans apport. Mais cette opération, donc cet appartement, il fait 43 mètres carrés, on a mis 3 chambres dedans. Donc on loue à la chambre. Tu vois ? Et après, on a un organisme qui se positionne et qui loge des personnes. Et après, c'est des ratios. À Paris, grosso modo, c'est... alors, ça dépend des organismes, mais entre 750 et 850. Et si c'est dans une entreprise, ça peut être plus cher. Mais c'est à peu près ça, les ratios. Et à combien tu penses la différence entre, du coup, faire cela avec des entreprises et faire cela avec des particuliers La différence de loyer ? Ouais, le 3 chambres en colocation sur Paris, parce qu'on en voit plein des colocations comme ça. Je pense que sur Paris, ça change pas grand-chose. Le problème que tu vas avoir si tu mets 3 chambres comme ça, là tu es dans le 13e, 850 € la chambre, je pense que tu vas trouver. Il y a tellement une tension locative, tu vas trouver. Par contre, les gens, ils vont rester 6 mois, ils vont se barrer, tu vois. En gros, c'est ça. C'est pas tant pas réussir à louer, c'est juste que ça va être un peu relou en gestion, il va falloir y passer un peu de temps. Mais sinon, à part ça, à Paris, t'as tellement de demandes que le prix ne va pas beaucoup changer. Après, il y a des entreprises, vous voyez, par exemple, tout à l'heure, il y a un propriétaire, là, avant-hier, il m'a envoyé un message. Il a 3 studios dans Paris. Il loue ses studios de 13 mètres carrés. Moi, j'ai un partenaire entreprise avec qui j'ai envoyé un message. Et eux, en moyenne durée, ils nous proposent de louer 1 300 € par mois. Donc après, vous pouvez les louer plus cher. Mais en fait, c'est toujours la même chose. Soit vous louez un peu moins cher et vous êtes tranquille sur du long terme, soit vous maximisez le loyer et il faut accepter d'avoir... ou que l'organisme qui s'en occupe... En l'occurrence, nous, si on gère la gestion locative, on est un peu plus de taf sur l'opération, quoi. En gros, c'est ça. Ouais. Juste une question, sur la slide d'avant, j'ai vu que le prix du forfait mensuel, il augmentait. Ah oui. Du forfait, oui. Ouais, c'est... Alors... C'est parce que c'est un pourcentage. Alors sur le forfait clé en main, là c'est plus élevé parce que en fait c'est 5 900 € jusqu'à 200 000 €. Ok. Et quand l'opération dépasse 200 000 €, c'est 9 900. Le prix FAI, je parle, pas de l'opération globale. C'est pour ça qu'on est non. Parce que à chaque fois tu as plus de travaux. Tu vois par exemple le 43 mètres carrés, on va tout refaire, on a 45 000 € de travaux. Il faut trouver aussi le partenaire qui va pouvoir payer le loyer et s'engager sur du long terme. Enfin ça demande un peu plus. Et les frais de chasse, ça par contre c'est un pourcentage. Ouais, sur ça le c'est prix d'achat. 5%, Okay. peu importe le montant. Oh. Peut-être rapidement, mais en gros du coup ça résume un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, donc l'accompagnement. Vous avez eu pas mal de questions, donc on a pu. Ok, je vous soucie. Ça rejoint un petit peu ce qu'on fait. Alors ça va peut-être vous intéresser. Alors c'est entrepreneur parce que mais c'est pas que entrepreneur, c'est aussi investisseur. Si ça vous intéresse pour le QR code, on s'est dépêché pour le faire, mais
Du coup, il fonctionne aussi pour les salariés. Donc, si vous voulez, vous pouvez tester le QR code. Bon, je vous préviens, hein, nous, ça nous permet de récupérer vos contacts. Mais quand même, vous pouvez tester le QR code. Et du coup, ça vous permet de savoir à peu près, par rapport à vos revenus, combien vous pouvez obtenir de financement, grosso modo. Ça vous donne une échelle. Hein. On pourra peut-être avoir plus, peut-être que ce sera un peu moins. Ça dépend des partenaires bancaires. Il y a plein de choses qui rentrent en considération. Si vous avez 0 € sur votre compte, ou si vous avez 50 000 € sur votre compte, ou si vous avez 200 000 €, vous n'êtes pas le même profil pour la banque. Donc du coup, forcément, les conditions peuvent être évolutives. Et ça vous donne une idée générale de ce qui est fait. Sur la proposition, c'était donc définition du projet, proposition d'un bien, négociation de l'offre jusqu'à l'acte authentique. Donc ça, c'est l'accompagnement si jamais vous souhaitez passer par... Et de toute façon, que vous passiez par nous ou pas, c'est toujours intéressant de le savoir parce que du coup, comme ça, vous comprenez comment fonctionne une transaction immobilière pour ceux qui ne l'ont pas fait. En gros, du coup, c'est bien de définir votre projet au départ, que ce soit avec nous ou vous-même de votre côté. Vous disiez, ok, moi je veux faire un projet, je veux faire de l'investissement, je veux plutôt partir sur de la courte durée, de la moyenne durée, de la longue durée. Attention, soyez vigilants sur les sujets de réglementation, notamment sur la courte durée. Ensuite, nous on vous propose un bien, donc là si vous devez le faire par vous-même, c'est chercher un bien, mais nous si vous passez par notre service, c'est nous qui vous proposons des biens, donc les fiches qu'on vient de voir juste au-dessus. Négociation de l'offre, donc nous on a tendance à tenter des négos. Je sais plus si on avait fait des grosses négos ensemble, mais on a dû tenter quelques négos quand même sur un... On a gratté un petit peu. On a gratté un petit peu. Donc là, négociation de l'offre jusqu'à l'acte authentique. Donc alors, négociation de l'offre et on va jusqu'à l'acte authentique. Alors, pour vous expliquer comment ça marche, vous faites une offre sur un bien immobilier, elle est contresignée par le vendeur, donc le vendeur se positionne et dit ok, moi j'achète à ce prix-là. Si cette offre passe et que tout le monde s'accorde, et bien ensuite vous allez signer un compromis et après vous allez signer un acte authentique. Et donc au moment de l'acte authentique, là vous devenez propriétaire. Donc là, ici s'arrêtent les fameux 5% TTC, vous savez, dont je parlais tout à l'heure. Là on vous accompagne jusqu'ici. Ensuite il y a le suivi des travaux, donc ça vous pouvez le faire par vous-même. Les travaux ils ne sont pas obligatoires, mais c'est vrai que faire des travaux en général c'est une manière de valoriser votre bien. C'est quand même une manière de pouvoir, notamment vous achetez par exemple un bien qui est en DPEG aujourd'hui, vous le passez en DPED. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire là. Et ben du coup sur ce type d'opération, c'est une manière assez facile de créer de la valeur, puisque du coup monsieur et madame tout le monde ne veut pas forcément réaliser des travaux, et donc ils mettront plus cher pour acheter un DPED qu'un DPEG dans lequel il y a ils plein de doivent gens faire qui préfèrent pas prendre la tête et directement acheter ou louer un bien qui est déjà prêt, quoi. Ouais. Voilà. Ils n'ont pas forcément tort, hein. Les travaux ça peut vite être une galère. Nous, vu que c'est notre métier, ça va, mais c'est vrai que des travaux, si vous le faites par vous-même, je voyais que tu rigolais tout à l'heure, franchement, on a fait nos travaux nous-mêmes au début pour la maison et tu confirmes. grosse galère. Voilà. Grosse Donc, galère. c'est du vrai taf, quoi. Mais ça n'empêche pas de pouvoir le faire soi-même, hein. Moi, j'ai commencé comme ça et ça l'a fait. Mais c'est vrai que quand on l'a... Enfin, nous, par exemple, on a un investisseur, là, il est passé, il voulait faire des économies, il n'a pas pris de clé en main. Là, on est sur un deuxième projet et il a dit Ça non, met c'est des bon. mois. Plus jamais je fais moi-même. Et je crois qu'il voulait. Et le pire, ça a été. C'est pas. Alors les travaux, ça va si on délègue, donc on a des artisans avec qui ça se passe bien. Je crois qu'on l'avait mis en relation, donc ça allait. Mais sur les meubles, il a voulu monter les meubles tout seul. Ça, quand vous mangez une maison, vous faites 5 chambres, vous devez meubler toute la baraque, franchement. Et vous avez un taf à côté, ça peut vite être un enfer. C'est un gars qui est à Rennes et qui a investi avec nous. Et bon, bref. Après, on peut s'occuper de la gestion locative pour vous. Et puis, ah oui, par contre, ça a été inversé. Bon, pardon, c'est dans l'autre sens, mais du coup, suivi ameublement, mise en place du locataire et puis gestion locative si vous voulez qu'on s'en occupe. Et d'ailleurs, si vous avez déjà des biens ou vous connaissez du monde qui ont des biens immobiliers et qui veulent les louer à des entreprises ou des organismes publics, n'hésitez pas. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à tester ne serait-ce que votre capacité d'endettement et puis sinon à vous renseigner.